bassin géographique. Et donc il y a un CTC par bassin qui a pour mission première d'accompagner les clubs au plus près dans le domaine de la formation. Et il a un rôle de facilitateur pour effectivement développer les rugby. Je dirais les rugby au sens général, pas que le rugby compétition européen, c'est les rugby. Et entre autres, ils ont pour mission, les CTC, d'accompagner les clubs, de faciliter la relation entre le club et le monde scolaire. Et donc ça, c'est, je dirais, un axe fondamental du projet fédéral, qui est mené par le président Bernard Laporte et son équipe, et bien sûr qui est conduit par Didier Retière en tant que DTN. Donc École Ovale, c'est tout un dispositif. Le but, c'est que Didier va vous le présenter justement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est un dispositif et c'est une volonté qui va permettre d'inscrire dans les 4-5 ans qui viennent effectivement une dynamique, en tout cas une meilleure dynamique, une meilleure relation entre le rugby, les clubs, les comités départementaux, les ligues et le monde scolaire. Et avec comme finalité le fait que la Fédération française de rugby organise la Coupe du Monde en 2023. Ça va être ça le fil conducteur, mais je pense que Didier le présentera mieux que moi. Donc voilà, donc moi je dis, depuis un an, on est un peu le laboratoire du rugby français dans différents domaines. Je m'en félicite, il y a des CTC, il y a bien joué avec l'expérimentation du passage en force, mais Didier en parlera peut-être aussi. Donc voilà, on a je sais pas si c'est une chance, en tout cas, je pense les relations qu'on a avec Didier, le fait qu'on ait un territoire où il y a un potentiel de développement aussi, fait que le fait d'être cette zone d'expérimentation, on a un temps d'avance sur nos collègues des autres ligues. Voilà, donc c'est intéressant, en tout cas c'est intéressant pour le président que je suis, pour les élus, pour les salariés, parce qu'on est vraiment, on est dans un processus d'innovation aussi. On ne s'interdit rien. Et je pense que chaque CTC pourra amener aussi son expérience. Ça nous permet d'expérimenter des choses qu'on n'a jamais faites, que ce soit dans le domaine de la formation, dans l'accompagnement des clubs, etc. C'est pour ça que je dis, bon voilà, on a la chance d'être un peu ce mini laboratoire, et s'il peut contribuer, si notre région peut contribuer à faire évoluer la politique de notre fédération, pour qu'on puisse atteindre, je dirais, nos 15 de France, parce que maintenant il faut parler au pluriel, puisse atteindre le plus haut niveau possible mondial. Bon, voilà, c'est ça l'ambition que je partage totalement. Donc merci de votre présence. Donc, bonsoir à tous, merci. Francis, on va faire un duo une fois de plus, on le fait assez régulièrement. Francis est là parce que on a beaucoup de cibles, comme l'éducation nationale, mais DTL, ça veut dire directeur technique de ligue, donc c'est vraiment quelqu'un qui est là pour mettre en œuvre le projet sportif sur le territoire avec des techniciens, mais surtout mettre en œuvre la politique sportive qui a été décidée par les élus. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce travail assez étroit avec les Pays de Loire, c'est aussi parce qu'on a une équipe dirigeante qui est très centrée sur le projet sportif et qui aide vraiment à le mettre en œuvre. Donc ça, c'est pas que le hasard. Après, le territoire est aussi assez intéressant parce qu'on a en fait un concentré de situations très différentes, avec à la fois une zone urbaine assez importante dans l'agglomération nantaise, avec une densité de clubs assez importante. Et donc voilà, c'est des stratégies qui sont particulières pour justement essayer de travailler avec le tissu socio-économique et donc voilà, et puis en même temps des zones rurales, parfois où on a beaucoup de petites villes, des clubs très isolés, et là aussi c'est une autre stratégie à mettre en œuvre pour que justement on puisse proposer des activités pour essayer de faire rentrer dans la démarche des jeunes garçons et des jeunes filles, et puis des gens un peu plus âgés aussi, pour qu'ils rentrent dans la démarche du rugby. Donc je voudrais juste avant, et Francis qui est donc directeur technique de ligue, souvent on a 8 directeurs techniques de ligue, on a rassemblé des ligues, des régions un peu plus petites,
dans des supraligues pour vraiment avoir des surfaces géographiques et des nombres un peu cohérents. Il faut imaginer qu'on a la Nouvelle-Aquitaine et qui est globalement qui se met, si c'était un pays européen, qui serait à la 5e position. Donc voilà, et à côté de ça, on a des ligues qui sont beaucoup plus petits, et donc on a essayé de garder quelque chose d'assez cohérent. Donc on a 8 directeurs techniques de ligue qui sont répartis sur le territoire, et ces 8 directeurs techniques de ligue, ils ont une mission transversale nationale sur le projet de développement du rugby. Et donc Francis a en charge le projet scolaire, et donc voilà, et c'est lui qui pilote avec pas mal de gens qui interviennent, on va expliquer après la démarche. Et donc c'est lui qui est en charge de ça, qui donc va nous partager toute son expérience là-dessus et son expertise. J'ai besoin tout d'abord de bien remettre le contexte général, parce que ça va permettre de vraiment comprendre quelles ont été les options et les options stratégiques qu'on a prises pour mettre en place ce programme. Déjà, la première chose, c'est que par le passé, on agissait beaucoup sur des sujets très particuliers. En fait, on traitait chaque sujet particulier de manière complètement indépendante, et ce qui faisait qu'on avait régulièrement des problèmes de cohérence qui pouvaient s'exprimer de toutes sortes, des manières de jouer au rugby très différentes sur tout le territoire, et donc un même joueur ou une même joueuse pouvait être confronté à plein de choses différentes, et ce n'était pas forcément très pertinent. Donc la volonté, c'est vraiment... on a en fait un bouleversement très important qui est en train de se mettre en place dans le monde du rugby, qui est arrivé avec l'arrivée à la tête de la fédération de Bernard Laporte, qui pour la première fois en fait est arrivé à la fédération avec un programme qui émanait principalement des clubs. C'est-à-dire qu'il y avait il y a eu une sorte de travail de collecte de doléances qui ont permis en fait à l'équipe politique de créer un programme qui était issu avec des engagements pour lesquels ils s'étaient formellement engagés auprès des clubs qui avaient fait remonter ces choses. Ça vous rappelle certainement des trucs qu'on peut avoir dans la politique aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, des demandes qui ont été faites, qui ont été traitées sous forme d'engagement, que derrière nous, en tant que techniciens, avec les élus, on a dû intégrer à l'intérieur pour la première fois d'un vrai projet sportif de la fédération. Donc dans ce projet sportif, la volonté, c'est vraiment, il y a 2 objectifs qui sont, il y en a quelques autres, mais les 2 objectifs sportifs les plus importants pour nous, en fait, sont en un, construire les clubs du XXIe siècle, et 2, faire que le rugby, à travers les résultats de ces équipes de France et l'activité qu'ils vont pouvoir générer, devienne un acteur majeur en fait de la société en tant que cohésion sociale et projet citoyen. Donc pour nous, le club du XXIe siècle, ça doit être un club qui doit être vraiment en prise avec son territoire. Et évidemment, faire que tous les jeunes garçons et jeunes filles qui souhaiteraient venir jouer au rugby en aient la possibilité. Et que le rugby, en fait, intéresse un secteur de la population le plus large possible. Donc déjà, ça pose une première problématique, c'est que le rugby, jusqu'à aujourd'hui, mais il y a encore, c'est en train de changer un tout petit peu, on a un boulot énorme à faire, c'est que ça concernait globalement des garçons de 7 à 35 ans qui jouaient du rugby de compétition, c'est-à-dire s'entraîner pour gagner des matchs et espérer monter de division. Ce concept-là, aujourd'hui, c'est le concept des années du XXe siècle, qui a dirigé beaucoup de sports, en particulier les sports co. Mais aujourd'hui, le rugby, c'est le sport co qui a le ratio le plus important entre compétition et loisir. Donc ça veut dire que, alors après il y a plein de thèses, on dit on perd des licenciés, tout ça, oui on perd des licenciés comme beaucoup de sports co. Mais on perd aussi des licenciés parce qu'à un moment donné, l'offre de pratique, elle commence à être en décalage avec les attentes des pratiquants. Donc ça veut dire que
notre vision rugby, sport collectif de combat, sport de compétition pour les garçons, c'est un créneau qui intéresse beaucoup de monde, hein, c'est globalement pratiquement 200 000 licenciés. Mais par contre, les autres créneaux, on ne les a pas encore complètement explorés. Et il faut à tout prix qu'on puisse développer cette offre de pratique pour simplement faire rentrer le plus de gens dans la pratique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans nos clubs, on a du mal à trouver des bénévoles. C'est vrai que quand on joue au rugby de 7 à 35 ans, quand on ne joue plus au rugbyman, et quand on ne joue plus au rugby, on attend souvent que son fils ou sa fille rejoue pour pouvoir s'impliquer en tant que dirigeant. Donc voilà, l'idée c'était de dire vraiment de créer une dynamique autour de nos clubs pour qu'on puisse avoir un poids beaucoup plus important que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça pose un premier truc, c'est de dire le rugby loisir, c'est une vraie pratique intéressante. Je joue avec des copains ou avec des copines, et globalement, j'ai pas envie de jouer le week-end, j'ai pas envie d'être dans un championnat, j'ai envie d'aller retrouver mes copains quand j'ai envie de jouer avec eux. Donc ça aussi, c'est une façon, et comment on peut l'installer, en fait, de manière durable, c'est-à-dire en cohérence aussi avec le fonctionnement de nos clubs, hein, parce que c'est un gros changement. Comment on va pouvoir intégrer tous ces aspects-là dans le fonctionnement de nos clubs. Évidemment, derrière, la relation, entre autres, de nos clubs pour essayer de faire aussi la promotion de l'activité, évidemment, c'est le lien avec le milieu scolaire. Tous nos futurs joueurs ou joueuses, ils sont à l'école. Sauf que l'éducation nationale, c'est normal, hein, et tous ses partenaires ne sont pas là pour faire la promotion de tel ou tel sport pour aller dans tel ou tel club. Ils ne sont pas là pour recruter, c'est pas leur mission. Et donc à un moment donné, on a des frictions entre le club qui veut avoir plus de licenciés et l'enseignant qui lui veut des activités sportives pour en fait éduquer les enfants et les faire progresser, acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Donc souvent, il y a une sorte de dialogue de sourds qui se met en place, avec des luttes de pouvoir pour savoir si le maire met la pression pour qu'on fasse du rugby à l'école, etc. Des fois ça marche, etc. Ou si on a un enseignant qui est aussi joueur de rugby ou une enseignante, ça ouvre certaines portes, etc. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de projet très clair sur comment on arrive à positionner en fait cette pratique de rugby qui peut intéresser en fait le milieu scolaire par rapport à ses objectifs et en même temps permettre évidemment à nos clubs de pouvoir récupérer et intéresser un peu plus de monde, en tout cas chez les jeunes. Donc ça a été, c'est vraiment cette position-là. Donc de la même façon que ce qu'on a pour nos clubs, il faut se rendre compte que dans le milieu scolaire, on a fait quelques questionnaires, les enseignants, on a 80% des enseignants qui sont prêts à faire du rugby sans contact, 20% qui sont prêts à le faire avec contact. Ça veut dire que notre activité sport de combat, elle a un côté un peu difficile à accéder, hein, c'est-à-dire c'est quand même une pratique qui nécessite certaines conditions qu'on n'arrive pas toujours à réunir. Il faut qu'on ait un enseignant qui soit formé et prêt à le faire, des enfants qui soient prêts à rentrer dans cette démarche-là. Il faut des surfaces engazonnées, et on sait que dans beaucoup de sites, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut faire pour pouvoir permettre au rugby d'être joué par beaucoup de monde, dans beaucoup d'endroits. Et donc on a réfléchi là-dedans et on a essayé de construire quelque chose d'assez cohérent, où on intègre une pratique beaucoup plus accessible qui est la pratique du rugby à toucher. Ça ne veut pas dire qu'on sort de la démarche pédagogique traditionnelle, où on va, l'idée de surpasser l'appréhension du contact et les problèmes affectifs, tout ça, le rugby avec le jeu au contact, ces situations de contact, c'est vraiment un support éducatif très très intéressant.
Mais ce n'est pas l'exclusivité. On peut aborder le rugby aussi par d'autres biais. Et il y a une sorte d'étape préalable qui peut être bâtie sur la pratique du rugby à toucher. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que maintenant on parle des rugby, parce qu'il y a plusieurs formes de jeux, que ce soit le rugby à toucher, le rugby à 7, le rugby à 10 ou le rugby à 15, avec chacune des pratiques des particularités qui vont amener des outils pédagogiques qui vont être sensiblement différents et qui vont apporter des choses qui vont être différentes, parfois complémentaires, chez les enfants ou chez les adultes, etc. Donc il y a vraiment cette volonté-là d'intégrer ça. Alors, parce qu'on a nos intégristes de la pédagogie du jeu de contact qui parfois sont très très déstabilisés par le fait qu'on puisse rentrer dans cette démarche de rugby à toucher. Il faut bien comprendre que ça ne remet pas en cause la démarche pédagogique autour de l'activité de contact, mais que c'est une sorte de voie parallèle qu'on est en train de développer justement pour pouvoir répondre à nos objectifs. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens qui jouent au rugby à toucher, même s'il n'y a pas de plaquage, ils ont vraiment la sensation de jouer au rugby. Parce que c'est le seul sport où en fait on se retrouve dans la situation, comme quand on est enfant, à jouer aux gendarmes, aux voleurs ou à chat, etc., où il ne faut pas se faire attraper avec le ballon. Sans contrainte de course, etc. Au hand, au basket, au foot, on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Il n'y a que le rugby qui a cette situation-là, qui crée ces situations-là, et qu'on plaque ou qu'on touche, globalement, on expérimente des situations qui sont relativement proches. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, alors, après, l'histoire de ce projet École-Oval, bien, ça a été de dire, si on veut avoir quelque chose qui soit efficace, autant pour les enseignants que pour nos clubs, il faut que ce soit un programme qui soit co-construit. Et donc on est rentré dans la démarche, on a mis les gens autour d'une table, un échantillonnage assez large de personnes, de l'éducation nationale, du monde du rugby, des techniciens. Et on a essayé de faire un projet itératif avec une double entrée, une entrée par l'activité et puis une autre entrée par les compétences qui sont mises en avant par l'éducation nationale. Et ça doit nous servir de cadre, en fait, pour construire des parcours pour les enfants de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et donc c'est cette volonté-là, et de dire, les enfants, ils doivent pouvoir découvrir l'activité dans leur cursus, et ils peuvent avoir toutes les formes de pratique et tous les niveaux de pratique jusqu'au haut niveau. Et donc voilà, on a construit ce projet pour intégrer et en fait de dire voilà la relation en fait du pratiquant avec l'enseignement, du pratiquant rugbyman avec l'enseignement, eh bien, elle doit être construite tout au long de son parcours et quel que soit son niveau, sa situation en France, etc. Donc ça c'est vraiment le projet de base. Et donc on est en train de le décliner. Donc évidemment, il y a eu certaines choses qui ont été mises en avant sur le début du projet. On avait un peu des produits phares comme Planète Oval qui donc est en place depuis 2003 et vraiment a eu beaucoup de succès et a toujours du succès. Donc évidemment, on est reparti de ça. Il y a le cycle 3 qui est un peu à la mode ces temps-ci, donc qui a un peu catalysé au départ la mise en place. C'est le fameux lien CM2 6e qui donc est au cœur du truc, qui n'est pas sans poser de difficultés, et l'UCEP le sait bien, pour la mise en œuvre, c'est pas simple. Et puis évidemment derrière, c'est tout le rugby à l'école primaire, et entre autres avec les partenaires qui sont des partenaires historiques de la fédération, que ce soit l'UCEP, l'UXEL, voilà, tous les gens qui sont habitués à nous accompagner sur ce projet. Donc la volonté, c'est vraiment d'avoir une sorte de cadre qui doit permettre ensuite de mettre des projets sur l'ensemble du territoire. Et donc on a 15 rubriques qui traitent en fait globalement de tous les sujets. Donc voilà, maintenant, je passe la parole à Francis. J'aurais dit
pas mal déjà. Après, on va aller plus dans le contenu, et puis je pense que derrière, c'est vraiment de faire des échanges. Voilà, donc c'est vraiment ce côté, on a fait une sorte aussi un peu, on essaye maintenant de plus en plus d'avoir un peu une démarche marketing, parce qu'on se rend compte que cette démarche-là, elle permet aux gens de mieux comprendre et de mieux s'approprier les projets. Hein, donc c'est pour ça que voilà, on a essayé vraiment on est en train de travailler beaucoup sur le marketing donc de ce projet scolaire pour que les gens puissent vraiment se l'approprier. Voilà, merci à tous, je donne la parole à Francis et à tout à l'heure. On va prendre la suite, bon, on est là pour échanger. Et, juste, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc ça résume vraiment de manière optimale tout le travail qui a été fait. En gros, moi il y a 3 temps que je vous propose qui vont aller dans le sens de ce qui vient d'être fait. Il y a un premier temps qui va être plus sur la genèse et un petit peu où on en est aujourd'hui de ce qu'on va proposer. Dans un second temps, parler d'une expérience en particulier et voir comment elle peut être déclinée, comment elle peut être déployée partout. Et puis un troisième temps, on fera peut-être une petite parenthèse sur ce qui se fait dans les académies Pôle Espoir pour le haut niveau, parce que École Ovale, c'est aussi le haut niveau, c'est ce qui fait son intérêt. Et comme ça a été dit juste avant, le but du jeu, là, c'est pas de casser ce qui s'est fait avant, hein, ça c'est la spécialité française, on démolit tout, on recommence. Non, c'est de garder ce qui existe, mais de l'optimiser. C'est un mot à la mode, mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc juste pour, je vais illustrer avec 2-3 diapos à chaque fois, mais juste pour que... Voilà, bon, ça va. Voilà. Donc là, c'est juste un petit schéma pour vous expliquer. En fait, comme on a eu l'occasion de le dire dans d'autres endroits, nous, ce qui a été très intéressant avec l'éducation nationale, dans son ensemble, avec tous les acteurs éducatifs, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est de réfléchir à notre propre pratique. Je ne sais pas si vous avez noté, mais dans le premier slide, on parle de rugby comme support d'enseignement. On n'en parle pas comme activité physique et sportive. Pourquoi ça? Parce qu'on s'est dit, au bout d'un moment, effectivement, ça peut d'abord être rebutant, et ensuite, l'enseignant, lui, quand il veut travailler avec nous, il n'a pas nécessairement comme visé le rugby. Lui, l'enseignant, il a tout un tas de choses à faire passer, tout un tas de messages à faire passer également. Il a à porter des choses aux enfants, et l'idée, c'est que le rugby soit utilisé comme support. C'est vraiment, je dirais, la philosophie, c'est ce qui est au centre du dispositif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et à travers ce petit document, vous pouvez le mesurer, il y a eu un gros travail de réflexion qui a été fait, et dans ce travail de réflexion, on y a associé énormément de monde. Il y a eu l'UCEP, l'UNSS, l'UXEL, la FFSU, des représentants des communes, en particulier des gens qui étaient directeurs des services de sport, des inspecteurs, des inspectrices, des directeurs, des IEN, enfin voilà, il y a eu un énorme mélange, il y a eu des gens de la recherche de chez nous, bref, tout ça, ça a généré beaucoup de réflexion et ça a généré aussi des projets derrière. Et ces projets se sont transformés en expérimentation, dont je vous parlerai juste après. Et aujourd'hui, pour faire grossièrement, voilà où on est sur un groupe de production, parce que l'idée centrale, c'était non pas que la Fédération française de rugby arrive avec ses gros sabots et balance des contenus de façon totalement autonome, mais que ce soit partagé avec tout le monde. D'où ce temps. Et aujourd'hui, on est en train de travailler tous ensemble à produire des choses de manière collégiale. Voilà. Ça a été vraiment ce qui a guidé le projet au départ. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on s'est fixé quelques objectifs. Si ça veut marcher, je suis embêté avec ça. Hop. Vous avez rien à l'image? Hop. Dans ces cas-là. Hop. Voilà. Ah, si, c'est pas mal. Voilà. Donc, on est parti sur un objectif, je vais vous les afficher pour éviter la transition, simplement pour que vous les ayez à l'esprit. Alors, la première des choses, pour nous, c'était un objectif éducatif qui était d'accompagner chaque élève dans son parcours. Le problème qu'on a rencontré, qu'on rencontre tous, hein, que ce soit à l'école, que ce soit au rugby, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de situation, un changement d'état, il y a souvent une difficulté. Alors, l'exemple, tout bête, hein, le gamin, il quitte la maternelle et pendant toutes les vacances, il entend « Attention, maintenant tu vas rentrer à la grande école, hein, ça rigole plus,
CM2 à la 6e, rebelote. Quand ils passent de la 3e à la seconde, rebelote. Et nous, dans notre discipline, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils passent des moins de 8 au moins de 10, allez, c'est reparti, tu vas passer chez les grands. Quand ils passent, alors je n'en parle même pas des moins de 14 au moins de 16, là, il va jouer au vrai rugby, enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit le plus harmonieux possible. Et là où nous, on a été énormément aidés par l'éducation nationale, c'est sur la réforme du collège, et plus particulièrement du cycle 3, parce qu'on s'est dit, eh ben, tant qu'à faire, profitons de cette réforme-là, qui impose aux enseignants, impose entre guillemets, de faire en sorte que ce cycle 3 court du CM1 à la 6e, ben, profitons de ce temps-là pour justement nous aussi penser notre rugby de manière, je dirais, continue. Donc ça a été la première chose. Ensuite, on s'est fixé des fondamentaux. Donc c'est ce que disait Didier tout à l'heure, il y a 13 millions d'élèves. Moi je dis toujours, il y a 13 millions d'élèves, donc il y a 13 millions de joueurs et joueuses de rugby potentiels. Mais l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle n'est pas de se dire, on va avoir 13 millions de licenciés. L'idée, elle est de se dire, alors c'est vrai que j'avais fait rigoler quand on était en réunion à Paris, j'avais dit, il y en avait un qui l'avait noté, mais j'avais dit que, enfin moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse suivre toute une scolarité sans ne jamais parler de Victor Hugo ou de Jean de La Fontaine. Quand on va à l'école, voilà, on a au moins une fois dans sa vie entendu parler de l'un des deux. Et donc j'avais dit que pour moi, le rugby était aux activités sportives, parce que Victor Hugo était à la littérature. En gros, ça me paraît quand même incroyable qu'on puisse traverser toute une scolarité sans jamais toucher un ballon de rugby. Ça ne veut pas dire qu'il faut... On n'est pas là pour leur en faire à tout prix, on n'est pas là pour qu'ils aillent dans les écoles de rugby, c'est pas l'objectif. Mais c'est toujours étonnant qu'on puisse traverser toute une scolarité sans jamais avoir entre les mains un ballon de rugby, surtout dans un pays comme le nôtre, qui... parce que ça m'a stupéfait l'année dernière, alors que bon, les résultats de l'équipe de France ne sont pas extraordinaires. Un samedi soir, le match France-Italie, il me semble, qui n'était pas un match qui attire beaucoup de monde, avait fait numéro 1 en médiamétrie, là, le samedi soir en question. Donc ça veut dire que c'est quand même une activité qui pèse et qui intéresse les Français. Et donc, il nous semble que c'est intéressant qu'ils puissent participer à ce jeu. Donc, les trois fondamentaux, que vous avez certainement dû lire en même temps que je vous les expliquais. Les idées fortes, la problématique du rugby, c'est souvent, alors ça a été évoqué par Didier, souvent quand on fait découvrir l'activité rugby à nos enfants, la première des choses qu'on apprend aux éducateurs, c'est à faire en sorte qu'ils dédramatisent le contact, résoudre les problèmes affectifs, on l'a tous fait dans les UF, les UC, etc. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est que c'est bien beau de vouloir dédramatiser l'activité pour les enfants, mais encore faut-il d'abord la dédramatiser pour les enseignants. Parce que souvent l'enseignant, il a peur de l'enseigner l'activité. Et ça, on ne peut pas ne pas l'entendre. Moi qui suis issu moi qui ai une culture du rugby à travers les lectures de Leplace, Conquet, de Valvez, etc., et qui ai toujours été habité par ça, la grappe, le combat, etc., mais moi je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit, c'est facile. Mais celui qui n'a jamais enseigné cette activité, pour lui c'est très complexe, c'est très apeurant. Et donc la première des choses pour nous, c'est déjà de dédramatiser l'activité. Et c'est vrai que l'activité rugby, ça n'est pas que du combat. Alors on va le voir après à travers quelques images. Le rugby a touché, il y a une multitude de conneries qui sont dites à ce sujet. Le rugby a touché, c'est pas du tout dévoyer l'esprit rugby. La meilleure preuve, c'est que l'une des activités qu'on utilise aujourd'hui, qui est le toucher de monde, c'est une activité qui a été quasiment, alors j'allais dire inventée, peut-être pas parce qu'on est nombreux à l'avoir utilisée, mais elle a été fortement utilisée par les équipes de très haut niveau. Les équipes de France A7 en particulier ont beaucoup utilisé le toucher de monde, parce que ça développe un certain nombre de qualités. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres rugby. Alors, vous savez, ça c'est comme tout, quand on est spécialiste d'une activité, parfois on oublie ses fondamentaux. Et rien n'empêche effectivement de rentrer dans l'activité par le rugby à toucher. Bon voilà, ça c'était, bon là c'est un petit schéma qui vous donne un peu toutes les personnes, mais bon, je ne vais pas y revenir. Et voilà, tout le travail qu'on a réalisé pendant un an a débouché sur 15 actions, c'est celle qu'évoquait Didier tout à l'heure, et ces 15 actions, évidemment, on retrouve beaucoup de choses autour de l'enseignement, alors primaire, secondaire, les écoles privées, l'université, bref, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, je vous renvoie vers ce que les gens du rugby dans la salle connaissent, c'est-à-dire les PAD, tout ce qui peut aider financièrement, mais surtout tout ce qu'on va pouvoir mettre en place concrètement. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on a rajoutées, parce qu'aujourd'hui se posent des questions, en particulier autour des sections sportives. Que vont devenir les sections sportives? C'est quoi une section sportive? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à ce qu'il y ait 3 gamins qui cassent
la figure à quelques autres parce qu'ils sont gaillards? Est-ce que ça sert à développer? Est-ce que ça sert à former? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que les compétitions qu'on propose en UNSS sont des compétitions scolaires ou des compétitions qui mélangent le scolaire et le fédéral? Quel en est l'objectif? Vers où on va? Enfin voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser, d'autant plus qu'on est dans une activité où, et là, pour le coup, il faut le dire, on peut se retrouver face à des situations de différence de niveau qui peuvent être ennuyeuses. Et donc là, il y a une réflexion à mener. Donc aujourd'hui, il y a une fiche action qui est là-dessus, et qui, elle, pour le moment, est une fiche action que je qualifierais de réflexion. On y travaille avec l'UNSS, avec Pixel, avec tous les partenaires. Le meilleur exemple, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, sur la règle du passage en force et sur la règle du niveau de plaquage. Ça a été tout de suite, mais immédiatement adopté par le scolaire. Le scolaire s'est tout de suite emparé de cette règle-là, parce que là, c'est très parlant pour cette pratique-là. Voilà. Et puis après, bon, il y a tout un tas de fiches actions. Et puis parmi toutes celles-là, il y en a une, celle qui est autour de l'événementiel. Alors je m'y arrête 30 secondes, mais c'est quelque chose. Alors c'est très important, en particulier dans notre région, sur Nantes, puisqu'il va y avoir des matchs de Coupe du Monde en 2023. Et donc bon là, je pense qu'il y a un travail qui est fait. Voilà. Donc ça c'est très important. Pardon. Ça commence à se mettre en place doucement. Voilà. Je pense que l'héritage qui va se construire aussi après, c'est tout ce travail-là. Ce que me disait tout à l'heure Didier aussi, et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, alors je me permets de le dire, mais les équipes, c'est la première fois qu'une Coupe du Monde va se dérouler de cette manière-là, c'est-à-dire que les équipes éliminées resteront sur le territoire. Ce qui veut dire que peut-être dans nos projets, on pourra aussi anticiper sur avoir une équipe qui reste à un endroit et mener des actions autour de ça, avec le scolaire par exemple. Vous savez, si vous envoyez une équipe, alors je rêve, mais type Fidji et autres, dans une école pour accompagner, ça a du sens. Ça a du sens, surtout qu'on peut y accrocher aussi tout ce qui est géographie, histoire, enfin, voilà, tout ce qui va avec. Donc, juste pour préciser, ça c'est le comité d'organisation de la Coupe du Monde qui a proposé à World Rugby, et ça a été un des arguments qui a pesé dans le choix de la France pour l'organisation de 2023. C'est-à-dire que toutes les équipes qui vont être éliminées, elles restent jusqu'à la finale. Dans le passé, dès qu'on avait perdu, le lendemain matin, moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, quand on joue le quart de finale contre l'Angleterre, on avait le départ de l'hôtel, si on perdait le match le soir, on jouait à 21h, on avait le départ à 6h du matin. Ça veut dire que quand on est parti, on avait fait nos sacs déjà. Parce que si on était obligé de voir là-dessus, quand on part, on joue à 21h, on rentre à 1h du matin, et c'est compliqué. Donc là aujourd'hui, ça veut dire que les équipes qui vont perdre le dernier match de poule, ils vont quasiment faire un mois en France sans match. Donc il y aura la possibilité de mobiliser ces équipes-là. Ils auront, et ça c'est le comité d'organisation qui va construire un programme, ce qu'on appelle le programme Legacy, et donc ils auront l'obligation d'aller se déplacer et de faire des opérations dans des écoles, dans des villes, etc. Et ça peut être hyper sympa. Donc il y a tout un vrai sujet qui sera creusé autour de ça, parce qu'on a vraiment la volonté que ça soit une vraie réussite pour l'ensemble en fait, des territoires et l'ensemble des pratiquants. D'être une ville haute, c'est un gros avantage. Après, il y a des villes qui vont être aussi bases d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir des équipes. Enfin, moi, le souvenir qu'on a tous, parce que ça a marqué ici, et ça a marqué la Coupe du Monde 2007, c'était la relation qu'il y a eu entre Nantes et les Gallois. Bon, on voit bien que le fait qu'on ait une équipe, nous on était à Takapuna à côté d'Auckland, évidemment il y a des liens qui se créent. Une Coupe du Monde de rugby, c'est pas comme Londres, on ne fait pas 15 jours. Une Coupe du Monde de rugby, c'est on passe 2 mois au même endroit, quoi. Et donc évidemment, il y a des choses qui se passent, il y a des relations avec les gens, souvent avec les clubs locaux, parce que c'est eux qui accueillent pour les entraînements et tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses à construire là-dessus qui peuvent être intéressantes. Je raconte aussi en 2007, il y a l'équipe des Tonga qui, pour remercier la ville dans laquelle ils avaient été accueillis, ils ont organisé ils font cuire les porcs sous terre là, avec des feuilles chauffées, etc. Et ils ont fait ça pour l'ensemble de la ville. Ils ont invité les gens au club et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être à faire et qui seront évidemment donc à construire sur les territoires et en particulier avec le milieu scolaire. Voilà.
Donc voilà, ça c'est pour un peu vous. Alors, c'est ce que j'ai dit à Sylvain tout à l'heure, hein, toutes ces fiches, elles sont disponibles, Sylvain les a, vous pouvez les consulter, vous pouvez nous les demander, il n'y a aucun secret, tout est partagé. Juste ce petit schéma, alors pourquoi ce petit schéma Parce que d'abord, comme on l'a dit précédemment, le rugby, voilà, c'est de l'école maternelle à l'université, voilà, c'est sur un temps long, et au-delà de l'université, quand on s'intéresse au scolaire, c'est les rugby, le rugby à plaquer, les rugby à plaquer, il y a le haut niveau, il y a le développement, et tout ça, ça rentre dans un ensemble de formations, mais pas formation, selon nous, au sens de la formation du joueur, bien que ce soit important. Mais pour nous, ce qui nous semble très important, c'est que nous nous mobilisions tous pour former des formateurs à ensuite faire le rugby sous des formes différentes, on va le voir après. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est à tout prix lutter contre l'idée que je suis éducateur d'un club par exemple, je fais mes 8 séquences et on ne revoit plus, et je reviens l'année d'après. Il faut qu'on lutte contre ça. Il faut qu'on arrive petit à petit à former des éducateurs, à former des cadres techniques, à former le plus de monde possible, alors sur un temps qui peut être long, c'est pas, la question elle n'est pas là, mais à ce que les enseignants utilisent l'activité rugby spontanément et naturellement comme support d'enseignement. C'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Voilà, le levier il est là. Il faut que demain, dans toutes les écoles de France, alors je rêve, mais en tout cas un maximum, il y ait des enseignants qui soient en mesure et qui aient envie d'enseigner l'activité, et pas que quelqu'un vienne le faire faire à leur place. L'enjeu, il est là, il est important pour eux. Et on va voir après pourquoi c'est important. Alors, du coup, bon, ça c'est ce que je disais juste avant, si ça veut passer, voilà. C'est juste une parenthèse, mais ça a déjà été dit. Et c'est vrai que nous, on le rappelle un peu aux membres de la fédération en particulier, on n'est plus en présence d'un, mais de plusieurs rugby. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. On va le voir après avec quelques images, voilà, pour que vraiment on illustre ça. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'avoir 2 entrées pour un même objectif. L'objectif, c'est toujours le même. C'est d'utiliser le rugby comme support d'enseignement. Voilà, c'est ça l'idée. Elle n'est pas ailleurs. Voilà. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est pas non plus de dire à un enseignant qui se sent à l'aise pour démarrer l'activité dans un contexte de plaquage, on ne va pas lui interdire de le faire. Au contraire, il faut lui donner les outils pour le faire, avec voilà, tout le savoir-faire, avec voilà, tous les éléments. Mais il y a des tas d'enseignants qui sont parfaitement équipés, qui ont envie de le faire et qui s'y sentent très bien. On ne va pas casser cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, très clairement, et ça a été dit aussi, quand on fait un sondage au milieu des enseignants, en particulier du primaire, si vous leur posez la question, 80% d'entre eux, ils vont être un peu en difficulté, ou en tout cas, ils vont être un peu apeurés sur l'idée de l'enseigner dans ce format-là. Et clairement, le rugby à toucher, lui, il va donner des solutions, d'autant plus que le rugby à toucher, il y en a sous toutes les formes. Il y a du rugby à toucher que moi j'ai vécu quand j'étais joueur, celui quand l'entraîneur n'était pas encore arrivé, on jouait, alors on touchait, on était touché, tout le monde s'arrêtait, on se remettait bien en face à face, et hop, c'était reparti. Bon, on apprenait des choses, c'était pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a le rugby, le toucher 2 secondes, on va voir sur 2-3 images, qui permet quand même de générer une dynamique intéressante. Il y a le toucher, enfin voilà, il y a tout un tas de formes de toucher. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir sur ce principe-là. Voilà. Alors, très rapidement, ça permet de... Hop, j'espère que ça va marcher. Voilà. Bon, là, c'est... Donc là, bon, je vais aller très vite, hein, puisque la plupart d'entre nous on connaît, mais je ne vais pas vous redérouler tout, mais en gros, voilà, le rugby à plaquer, voilà ce qu'il donne en règle générale au tout départ. D'ailleurs, au passage, souvent il ne donne pas de plaquage, hein, mais bon, parce que ça ne bataille pas beaucoup. Voilà, donc on a... alors ça, ce sont des outils qu'on a utilisés en particulier dans des stages Planète Ovale, qu'on peut réexploiter, voilà. Et donc là, la collègue qui avait démarré le cycle, elle est avec une classe de jeunes qui n'ont jamais joué au rugby, et elle leur a donné comme règle fondamentale qu'il fallait aller poser le ballon derrière la ligne, qu'il ne fallait pas faire mal, et de mémoire, elle n'avait même pas parlé, quasiment pas, je crois, de la notion de hors-jeu. Voilà. Donc ça, c'était, bon, voilà, c'est une façon d'aborder, mais ça, c'est souvent une façon d'aborder l'activité que certains enseignants craignent. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire un entier, mais ça permet de voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les dominants, hein, en particulier les filles. Bon, ça c'est... Alors moi qui ai été un stipe pendant pas mal d'années, je me souviens que souvent je faisais rugby en début de saison, et comme ça faisait fermer un peu la bouche des garçons,
parce qu'ils s'apercevaient que les filles elles étaient meilleures qu'eux. Et comme au foot, les filles, il fallait qu'elles attendent qu'on leur donne le ballon. Souvent, elles ne pouvaient pas trop s'exprimer, alors qu'au rugby, celles qui étaient courageuses, c'était avec eux. Et ça, on le retrouve en particulier, sur cette séquence-là, ça avait été assez parlant. Voilà, donc ça, c'est des petites images qui permettent un peu de s'en convaincre si on ne l'est pas déjà. Il doit y avoir une petite image, une petite à la fin. Bon, voilà. Ensuite, donc, le rugby a touché. Donc là aussi, c'est une séquence qui a été tournée dans un gymnase parce qu'il y avait des intempéries ce jour-là. On a pas mal d'ailleurs, réfléchi avec Philippe Marien et on s'est aperçu, c'est quelque chose que je vous livre, c'est que marquer au sol quand on est dans un gymnase, c'est compliqué. Et donc, avec Philippe, on est en train de travailler à simplement franchir la ligne. Et du coup, ça résout pas mal de choses. Parce que si on regarde les images, l'arbre génère de la peur. Autant sur la pelouse, ça n'en génère pas, autant là, ça en génère, et puis en plus, ça peut être dangereux. Voilà, on peut finir on peut se faire mal. Donc voilà, donc là, je ne vais pas vous le faire en entier, mais en gros, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Le deuxième, donc, on avait, donc ça, c'est, alors les spécialistes connaissent, mais c'est donc le fameux toucher 2 secondes. Donc ça c'est intéressant parce que en termes de vie du ballon, ça génère une activité hyper intéressante. Au niveau physiologique, en plus, c'est plus sollicitant que le toucher où on s'arrête à chaque fois, etc., etc. Donc voilà un petit peu où on en est. Après, il y a d'autres rugby. Tout le monde n'est peut-être pas spécialiste dans ça. En fait, quand le porteur de balle est touché, il a 2 secondes pendant lesquelles il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire il continue à courir, et au bout de 2 secondes, il est obligé d'avoir passé la balle, sinon il perd la balle. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette logique, c'est que ça renforce la coopération. C'est-à-dire que le joueur qui est touché, il est obligé de faire participer ses partenaires. Alors que quand on joue à plaqué, le joueur qui est plaqué va au sol, et la coopération n'est pas aussi claire en tant que soutien au porteur de balle pour continuer à aider à faire avancer le ballon. On va surtout être concentré dans les situations de contact sur du soutien pour conserver la possession de la balle. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vraiment du jeu avec du jeu dans la défense, des systèmes interpénétrés où il faut que les joueurs lisent les situations, sachent où il va falloir qu'ils viennent prendre la balle, ils jouent les démarquages, etc. Donc c'est très très vivant comme situation. Et comme l'a dit Francis, très sollicitant. Et donc, les gamins, ils prennent beaucoup de plaisir. Ça change les comportements. Voilà. Là, oui. Mais ça change les comportements et ça génère, en plus de la réaction du porteur de balle, ça génère des réactions des non-porteurs de balle qui est très intéressante parce que ça les oblige à converger sur le porteur de balle, donc à assurer la continuité du jeu. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, à un haut niveau, souvent, ils aiment bien l'utiliser. Il y a d'autres façons aussi de le faire, le toucher. Il y a aussi de toucher 4 mains. Bon, c'est une autre façon de faire, où je suis touché une première fois par 2 mains, je continue à jouer. La deuxième fois, si je suis touché par un adversaire, le ballon est perdu, il est rendu à l'autre équipe. Bon, voilà, il y a toujours des systèmes comme cela, mais aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce fameux toucher 2 secondes, et puis aussi sur le jeu au contact. Alors, celui-là, je ne l'ai pas illustré. Voilà, je ne l'ai pas illustré. Mais c'est aussi une formule. Alors, le jeu au contact, lui, en fait, en gros, il se joue à plaquer. Donc on peut bloquer, on peut plaquer. Le joueur plaqué, il doit immédiatement libérer le ballon. En clair, ballon au sol, ballon perdu, pour la faire courte. C'est-à-dire si j'ai le malheur de passer au sol et que le ballon touche le sol, le ballon est rendu à l'adversaire. Si je suis bloqué en haut et que le ballon, je n'ai pas réussi à le donner, le ballon est perdu. Donc du coup, là aussi, ça génère d'autres comportements qui sont intéressants en termes de continuité du jeu et en termes d'investissement de chaque joueur et de chaque joueur. Parce que le rugby, au bout d'un moment, on s'est quand même rendu compte qu'à force de vouloir faire comme ils voient à la télé, eh ben, ils attendent que le gamin tombe, ils viennent soutenir, et il ne se passe plus rien, en gros. Et puis on se réorganise sur des situations fermées, ce qui ne nous intéresse pas. Et d'un point de vue, en plus de la construction du joueur, c'est pas intéressant du tout. Voilà. Alors du coup, nous, voilà ce qu'on s'est dit. En fait, concrètement, c'est quoi le rugby? Qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'il faut aussi, et là, voilà, clairement, il faut aussi que nous, soyons capables de communiquer autour de ce que ce jeu va apporter de plus. Ça ne veut pas dire que les autres sports n'apportent
ça qui aussi nous intéresse. La première des choses, c'est évidemment l'acceptation du contact. C'est-à-dire que dans le rugby, alors bien sûr, même à toucher, dans le rugby, on prend toujours des décisions avec cette pression physique, même si elle n'est pas forte, qui fait que on développe un certain nombre de compétences. Et prendre des décisions sous pression, c'est quelque chose qu'on est tous amenés à faire dans nos vies. Et moi, j'ai la naïveté de croire que si dans le rugby, on développe un certain nombre de compétences, si on retrouve des gens dans le rugby qui sont des gens qui prennent des décisions, c'est aussi parce que ce jeu-là développe ça. Là aussi, ça ne veut pas dire que les autres sports ne le font pas. Mais clairement, c'est un jeu qui permet ça. Et donc, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue éducatif, ça nous semble hyper intéressant. Juste pour illustrer ça, l'académie militaire de West Point aux États-Unis utilise le rugby pour former ses officiers. Alors que le rugby aux États-Unis, même si c'est en train de se développer, on est très très loin derrière toutes les autres pratiques qui sont en place. Et donc c'est une vraie tradition là-bas, justement, parce que c'est exactement ça l'argument pour eux, c'est l'obligation de prendre des décisions sous forte pression, qui peut être une pression physique, et c'est vraiment aussi d'envisager un rapport collectif à l'affrontement à un adversaire. Et donc ils trouvent beaucoup de parallèles avec les compétences qu'ils font émerger et qu'ils construisent sur leurs décideurs militaires. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ça fait partie des choses. Ce qui pourrait être vécu comme presque un handicap, en fait c'est une force. La deuxième chose qui pourrait être vécue comme un handicap, alors tous, alors spécialistes rugby comme non spécialistes, on entend parler tous les ans en début de saison, au rugby vous emmerdez, les règles ça change tout le temps, et c'est vrai, elles changent tout le temps les règles. Clairement elles changent tout le temps. Il y a des sports où elles changent jamais, mais elles changent tout le temps. Mais ça, c'est une force. Ça c'est une force. Parce que s'adapter aux règles, ça c'est une force. Dans une société, si on n'est pas capable de s'adapter à la loi, de s'adapter aux règles, non pas pour la tordre, mais pour la comprendre et pour être meilleur, eh bien on construit quelqu'un d'intelligent qui va évoluer dans la société, non pas en fonction de ce qu'il vit lui exclusivement, mais aussi en fonction de ce que la société lui impose en quelque sorte. Et donc, savoir s'adapter aux règles, ça c'est une force. Et du coup, nous on pense que l'adaptation aux règles, eh bien s'il y a bien un jeu sur lequel ça s'exprime, c'est ce jeu-là. Il est possible qu'un jeune qui commence le rugby en moins de 14, eh ben, quand il va arriver en moins de 18 ans, il y a des règles qui auront changé. Hier, on discutait avec Pierre Chalbec, qui était donc un ancien joueur, et alors on se parle, je ne sais pas pourquoi, on s'est bien parlé de l'arrêt de volée. Je ne sais pas si vous voyez l'arrêt de volée. Bon, aujourd'hui, l'arrêt de volée, on le fait dans les 22 mètres, on peut sauter, on peut faire ce qu'on veut. Autrefois, pour faire un arrêt de volée, pour qu'il soit compté par l'arbitre, il fallait faire marque, et généralement, il fallait avoir, tenez bien, les 2 pieds au sol. Ça veut dire que vous vous faisiez démolir. Bon, ben, cette règle-là, elle a évolué au fil du temps. Et donc, les joueurs d'aujourd'hui, ils ont développé des aptitudes de saut et de prise de balle en l'air qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et ça a été une vraie adaptation. Et donc ça, c'est véritablement s'adapter à la règle. Les entraîneurs de rugby, ils doivent impérativement s'adapter à la règle. C'est-à-dire que quand, à la mi-saison, les règles changent, il va falloir penser le rugby différemment. Quelquefois, quelquefois on s'est trompé de règle, on est obligé de les remodifier en cours de saison, parce que l'adaptation des entraîneurs et des joueurs à la règle faisait qu'on se retrouvait face à d'autres problèmes. Donc c'est ce petit jeu qui est hyper... Didier parlait tout à l'heure des gendarmes et des voleurs, ou du chat et de la souris, mais c'est ça, c'est en permanence ça, c'est-à-dire on joue aux gendarmes et aux voleurs, et c'est ça qui est riche. Et donc pour nous, il nous semble que ce n'est pas une faiblesse mais une force. La troisième, ça c'est, il nous semble, si je vous parle football, quelle est la règle qui pose problème au foot? La seule et unique, le hors-jeu. Parce que 80% des gens ne comprennent pas la règle du hors-jeu. Pourquoi ils ne la comprennent pas? Parce que c'est une ligne virtuelle. Il y a une ligne virtuelle au foot. Imaginez, dans un stade de 50 000 places, il y a 49 000 personnes qui ne comprennent pas que c'est une ligne virtuelle et qu'elle se déplace et qu'elle peut bouger. Au rugby, on passe notre temps à avoir des lignes virtuelles. On ne fait que ça, en permanence, qui passe par le ballon, qui passe par les pieds d'un joueur, par les pieds d'un autre, sur le côté, en arrière, devant, enfin partout. Et donc, ça veut dire qu'on place les individus dans une situation où ils doivent en permanence se resituer dans l'espace. Et si ça, c'est pas quelque chose qui construit l'individu, alors j'ai raté un épisode. Donc, moi, je me souviens d'avoir enseigné en maternelle et je me souviens d'avoir passé du temps avec des enfants, des petits, sur dessus, dessous, devant, derrière, à droite, à gauche, voilà. Et le rugby, c'est que ça, on fait que ça. Et le rugby
passage, hein, ça marche aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui avaient été faites il y a quelques années et qui marchent bien. Donc c'est des vrais apprentissages. Bon, et puis après, il y a tout ce qui est inhérent à l'activité. Et là, bon, je ne vais pas vous le faire, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'activité. Donc il y a tout ce qui est du domaine de la gestion des formes de jeu, des habiletés motrices. Le rugby, c'est aussi les lancers, les sauts, les courses. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai dans l'idée que quand on fait du rugby, on fait de l'athlé, quoi. Hein. On saute, on lance, on court. Voilà. Pour être un bon joueur de rugby, il faut savoir faire tout ça. Est-ce qu'il faut le faire de manière décomposée et découpée? Je pense que non. Et ça, c'est un autre débat. Mais par contre, il faut savoir sauter, lancer, pousser, courir. Donc, c'est la force du rugby. Et puis, bon, c'est du domaine de l'endurance, de la musculation. Bon, ça, c'est quand on va vers un niveau plus haut. Et puis enfin, alors le Racing maintenant me fait mentir parce qu'ils ont construit un stade fermé, et puis l'Arms Park de Cardiff aussi, qui s'appelle l'Arms Park. Bon. Mais voilà, ça c'est le dernier élément sur lequel on aime bien communiquer, c'est ça. C'est-à-dire que le rugby, alors bien sûr, vous avez vu, je vous ai montré des images en gymnase ou ailleurs, bien sûr on peut jouer à l'intérieur, bien sûr il faut jouer à l'intérieur parfois quand il pleut, etc., etc. Mais le rugby, ça se joue dehors. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pas un handicap. Il faut qu'on arrête de croire que jouer dehors est un handicap. Même pour ceux qui sont du sud, qui sont montés dans le nord, ils peuvent témoigner que les gamins, ils aiment bien jouer quand il pleut et qu'il y a de la boue, et voilà. Et jouer dehors, ça fait du bien. Et nous, on n'a pas à rougir de ça. On n'a pas à rougir de ça. Moi, moi, j'adore qu'on joue à toucher en gymnase, parce que les mômes se font plaisir, etc. Mais rien ne me régale plus que de voir des gamins courir dans l'herbe et s'amuser et profiter du temps. Voilà, du temps au sens climatologique. Alors, voilà. Donc, du coup, tout ça, et ça fait écho à ce qui a été dit en amont, c'est que voilà le travail qu'on a fait avec nos amis de l'éducation nationale. On est parti de ce concept des domaines, des différents domaines, et l'idée maintenant, c'est d'arriver à raccrocher le rugby dans cette logique-là. C'est-à-dire, en clair, ne plus arriver au rugby en se disant on va faire du rugby, on va faire 8 séquences, et on s'en va, et ils ont fait du rugby, on est content, mais plutôt de se dire voilà, je suis enseignant, je suis instit, je suis prof de PS, et je dois rentrer dans tous ces domaines qui sont proposés par l'éducation nationale. Voilà, ça, tant qu'à faire. Et maintenant, dans cette logique-là, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que nous, on peut apporter à nos collègues enseignants dans ces domaines-là? Voilà. Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a tout le domaine des compétences. Donc ça, c'est vraiment les textes de l'éducation nationale. Avec, on a commencé à décliner quelques éléments qui pourraient être déployés. Mais si vous prenez, alors on va prendre, par exemple, respecter, voilà, la formation de la personne et du citoyen, voilà, respecter les règles fair play en toutes circonstances, le fait de jouer à un jeu où parfois on va se plaquer, où parfois on va s'attraper, voilà, ça génère des problématiques particulières, et en particulier dans ce jeu-là. C'est quoi avoir l'esprit fair play au rugby? C'est quand même, ça pourrait presque être un sujet de philo. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et dans tous les domaines, en fait, on se rend compte que nous, notre activité, mais comme toutes les autres, hein, mais on est capable d'aller nous inscrire un peu partout et d'aider nos collègues enseignants à utiliser cette activité-là pour ça. Voilà. Ok. Alors oui, par exemple, vous voyez sur le vocabulaire du rugby. Alors je ne parle pas du vocabulaire imagé, on va le mettre de côté, mais je parle du vocabulaire propre à l'activité et qui est intéressant. Il y a des termes propres au rugby. Jouer un côté fermé. Voilà. C'est quand même un terme particulier. Et puis tous les mots un peu symboliques, voilà, c'est quoi un beau plaquage? Alors il y a des mots qui vont avec, voilà, c'est tous ces mots-là. Et ce vocabulaire, il a du sens. Parce que dans toute organisation collective, il y a un vocabulaire. Et savoir s'approprier un vocabulaire, quel qu'il soit, eh ben, c'est important. Quand je change de société, la société X n'a pas le même vocabulaire que la société Y, et je dois m'adapter à ce langage-là. Et le rugby, il le permet, ça aussi. D'ailleurs, il y a encore des fois des enfants qui disent, au lieu de pénalité, ils disent pénalité. Voilà. Pardon. Oui. En plus, c'est long. Alors, là, je vais vous faire très vite, mais c'est juste pour que... Et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, parce que je pense que là, on rentre dans le cœur du dispositif. Tout ça, ça a débouché, toutes ces réflexions, sur des expérimentations. Et donc, on est parti sur une expérimentation en Normandie. L'idée, elle a été très simple. On s'est dit, voilà, cycle 3, eh ben, alors moi, c'était un pari un peu fou. Hein. Je me suis dit, on va mettre dans une formation des profs du primaire, des profs du secondaire, des éducateurs de club, des cadres techniques de la Fédération française de rugby, des conseillers pédagogiques, l'UCEP, l'UNSS. En gros,
ces gens-là dans un seul et même objectif, qui est celui d'utiliser le rugby comme support d'enseignement. On est parti là-dessus. Voilà. Ça a été le point de départ. Alors, du coup, notre formation, avec les discussions qu'on a pu avoir entre collègues, eh bien, on s'est fixé ces 3 axes de réflexion. Ça aurait pu être autre chose, hein, mais le comité de suivi ou de mise en place du stage, eh bien, il est parti sur ces choses-là. On s'était fixé ces objectifs-là en se disant qu'on n'allait pas les afficher pour voir comment ça allait apparaître ou pas apparaître. En clair, si on a réussi notre coup ou si on ne l'a pas réussi. Voilà. Donc voilà, les enseignants, l'idée, bon, vous avez vu, donc pour les enseignants, c'est de s'appuyer sur l'activité rugby, pour les conseillers pédagogiques, pour pouvoir accompagner les enseignants, et pour les éducateurs sportifs, l'idée du club, voire les étapes, là il n'y en avait pas mais ça aurait pu, c'est de leur faire passer l'idée qu'ils ne sont pas là juste pour faire du rugby aux élèves, mais aussi pour les aider. Donc là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a fait pour que ça marche. Voilà ce qui a marché. Je ne suis pas en train de dire que ça a marché partout, mais je suis en train de dire que ça a marché à un endroit. Donc, moi, j'ai dans l'idée que, alors moi, je communique toujours positivement, c'est-à-dire je garde toujours ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché m'intéresse moins. Et voilà. Et donc ça, il se trouve que ça a fonctionné. Donc 3 réunions de présentation, de préparation, donc présentation, etc. Principe de mise en œuvre pour la journée de stage, donc, là on s'est mis d'accord. Et enfin, la logistique. Et là où on a vraiment eu un coup de pouce extraordinaire, c'est qu'on a pu travailler avec un IAIP REPS qui a fait convoquer les professeurs de PS. Alors, je dois être plus précis parce qu'en fait, il a communiqué aux établissements scolaires de la zone qu'on avait choisie qu'il y aurait un stage de rugby et évidemment, les chefs d'établissement donnaient ou pas l'autorisation. Ça, c'est de leur ressort. Il se trouve que tous les chefs d'établissement ont donné l'autorisation parce que le prof de PS avec lequel on travaillait était le professeur de l'UN, enfin, c'était un référent de l'UNSS, donc référent de la formation sur le district UNSS en question. Donc du coup, ça s'est fait très facilement. Là où on a eu un coup de chance, en tout cas un coup de pouce, c'est l'IEN qui avait, sur cette période-là, ces 6 îles, brigades, c'est plus îles, qui étaient disponibles, donc les instituts remplaçants qui étaient disponibles, donc il les a affectés dans une école et les enseignants de l'école sont venus participer à ce stage planétoral. Voilà. Donc ça a été, si vous voulez, le point de départ. Et ensuite, on a construit le stage. Alors, je vous montre quelques petits exemples, mais en gros, on a travaillé sur un brainstorming, c'est-à-dire on leur a demandé quelle était pour eux la reprise. Alors, la question était très importante. On ne leur demandait pas ce qui, selon eux, caractérisait le rugby, mais on leur a demandé ce qui, selon eux, caractérisait l'enseignement du rugby. Donc, des fois, ils avaient du mal parce qu'ils revenaient souvent sur l'activité elle-même. Et ça, c'était pas très grave. Mais nous, on voulait vraiment qu'ils nous fassent remonter voilà, le côté enseignement. Eux, ça leur plaisait. Et donc, voilà, je vous laisse découvrir. Ça, c'est une photo de ce qu'ils nous ont dit. Et alors, le truc, moi, qui m'a marqué, c'est ce que disait Didier tout à l'heure. Mais ça, c'était une réponse forte. Hein. Et moi, ça m'a surpris. Hein. Parce que finalement, on le fait sans le savoir. Eux, ce qui leur remontait souvent, c'était la liberté. Et voilà, ils nous disaient, nous, ce qu'on aime bien dans cette activité à enseigner, c'est qu'on a le sentiment que les enfants sont plus libres. Et le frein du dribble, le frein du pied, le frein au volet avec les mains, pas facile, enfin voilà, ça on ne l'a pas. Et au rugby, on a un sentiment de liberté qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres activités. Donc ça, c'était assez marquant. Donc du coup, le brainstorming, il nous a été très utile. Ensuite, bon, après, je passe vite, hein, mais grosso modo, on a fait une séance où les gens ont été mis en activité, hein, bon, classique, hein, voilà. Donc on est parti d'un jeu qui était l'équivalent de, comment on appelle ça, à chaque fois je mange le nom, zut, avec le frisbee, Ultimate, voilà. Donc on est parti sur un Ultimate Rugby, et puis voilà, petit à petit on a basculé, on a fini sur du vrai rugby, voilà. Et puis après, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, Lucette nous a proposé des outils, alors après, à voir si c'est à utiliser, pas utiliser. Il y a eu des débats autour de ça. Hein. Une équipe qui veut une raclée à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mélange les équipes? Première solution, oui, pourquoi pas. Deuxième solution, est-ce qu'on fait un système de coup de frein ou coup de pouce? Voilà, alors bon, voilà, chacun a échangé. Et il y a eu des idées comme ça qui ont émergé et qui étaient plutôt sympas. Voilà. Donc ça a été un deuxième temps assez fort. Ensuite, on a eu, alors pareil, c'est un parti pris. Hein. Après, on est parti sur une idée simple. Hop là. Hop. Quand ça veut pas. Voilà. Voilà. Donc, on est parti sur une question, en fait. Alors, c'est une animation qui nous avait été proposée par Lucette. C'était très intéressant, où les gens se sont retrouvés
c'est eux qui ont animé ça, donc là aussi c'était bonnard parce que nous on était un peu extérieur, enfin pas extérieur, mais on vivait le truc, mais le mode de communication était un peu nouveau pour nous. Et donc l'idée c'était, alors il y avait un système où on avait le droit de parler, on ne pouvait pas couper la parole évidemment, enfin voilà, il y avait un micro qui circulait, voilà. Et donc il y avait une question un peu provocante qui était le rugby est-il un sport violent? Alors là, où ça a été très intéressant, c'est que il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non, voilà. Et le fait qu'il y ait eu un tel mélange entre enseignants de PS, Instit, CPC, éducateurs de club, qu'au final, petit à petit, la discussion a tourné autour de ok, ça peut être violent, mais comment maintenant on fait pour que justement ça ne le soit pas? Et là où ça a été aussi très intéressant, c'est que du coup, les éducateurs de club, ils ont apporté leur savoir-faire avec des idées de situation qui résolvaient les problèmes affectifs, etc. etc. Donc ça, c'était assez riche. Voilà. Bon, ça, c'était leur animation. Bon, la séance d'observation, évidemment, parce que le grand problème qu'on a rencontré, qu'on rencontre toujours, et qui est la question qui revient sans cesse, et que nous devons résoudre, nous, là, pour le coup de la Fédé, on doit accompagner nos collègues là-dessus. On n'est pas sur le domaine pédagogique. Le domaine pédagogique, c'est les enseignants qui le maîtrisent, on n'a pas à aller là-dessus. Par contre, notre activité génère parfois des choses qui ne sont pas simples en termes de nombre. C'est-à-dire pour un enseignant, faire du rugby avec 30 élèves, c'est pas simple. Et la question qui revient en permanence, c'est comment je fais quand j'ai 30 enfants. Voilà. Et le collègue, qui est un prof de PS, a expliqué, donc il a mis en place tout un tas de situations, donc ils ont vu en direct, qu'ils ont pu s'approprier. Alors là, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ça. Ça, c'était très intéressant. Et du coup, les collègues sont repartis avec, je dirais, une image un peu différente. À la fin du stage, on a posé une question simple. On a fait un système de sondage par mail, enfin par Internet. Et donc, ce qui est revenu majoritairement, c'est quand on leur demandait, pour ceux qui avaient une image éventuellement négative de l'activité, est-ce que le stage avait changé leur représentation de l'activité? La réponse a été oui à 100%. Donc, clairement, il y a eu une prise de conscience qu'on pouvait utiliser le rugby différemment. Donc, c'était vraiment l'enjeu qu'on s'était fixé au départ. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur... alors, je ne sais pas si sur l'expérience vous avez des questions. Moi, je veux bien qu'on les prenne là maintenant. Parce que ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette animation-là et aux questions que ça pourrait engendrer derrière? Il y a des gens de l'enseignement de l'UCEP? Non. De l'UCEP, mais pas de l'éducation nationale. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des gens de l'éducation nationale? Ah, très bien. Non, mais représentant du premier degré, du second degré. Qui est du premier degré, là? Non, mais c'est ça. Est-ce que le rectorat est présent? C'est ça qui m'intéresse. On a beaucoup parlé d'enseignement et il ne faut pas confondre l'éducation nationale et les fédérations scolaires. Tout à fait. Donc, l'UCEP, l'UNSS, UCEP, qui sont des fédérations scolaires, et l'éducation nationale. Aujourd'hui, je pense que là, on est quelques représentants des fédérations scolaires, mais il n'y a aucun représentant de l'éducation nationale. D'accord. Ça doit nous questionner. Oui, alors, ça, évidemment. Et alors, après, nous, mais c'est très intéressant la question, parce que pour nous, très clairement, le projet, vous avez vu dans mon illustration, il a fonctionné justement parce qu'on a eu autour de la table tous les représentants. Et ça, c'est un préalable incontournable, me semble-t-il. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Donc, Michel Deroche, je suis le président bénévole du comité régional UCEP. D'accord, très bien. Donc, vous aviez entendu parler de ces expérimentations? Je suis surtout là pour écouter parce que je ne suis pas très au courant, même si je suis élu national, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. D'accord. Voilà. Donc, très clairement, là, ce que vous soulevez, c'est effectivement le centre du dispositif. Et comme on le fait, comme on communique, on a rencontré les IAIPR, on travaille en permanence avec tous nos collègues. Après, ils ne sont pas toujours disponibles tout le temps. Mais très clairement, alors, nous, on a eu en plus, quand on a monté ce projet-là, la chance d'avoir 3 CPD qui se sont énormément investis dans le projet et qui étaient usépiens. Donc, ça a encore facilité les choses. Et donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. D'autres questions ou... Juste pour préciser, et puis après, le projet il est en train de se déployer, donc évidemment il y a des phases de test, il y a les actions qui continuent comme Planète Ovale, etc. Et ces innovations, elles sont testées pour ensuite être déployées sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment derrière, une des missions en particulier des gens des ligues et en particulier des techniciens, ça va être de créer du contact et de réactiver les commissions scolaires qui ne sont pas toujours très vivaces et qui sont parfois aussi un peu
orienté, c'est-à-dire on a souvent là, une commission UCEP, où on intervient, on échange avec l'UCEP, une commission UNSS, etc. Chaque chose est un peu cloisonnée, et l'idée c'est vraiment d'avoir une vision beaucoup plus globale du projet pour que ça soit une fois de plus cohérent. Donc ça c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les choses, hein, et c'est en train de se déployer progressivement. D'un point de vue rugby, mais organisation rugby, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que cette manière de réfléchir, et on dit, c'est très très important qu'on ait la cohérence avec le projet des clubs. Ça nous aide à structurer le projet des clubs aussi. C'est-à-dire que le fait que l'activité elle soit déclinée comme ça dans le milieu scolaire, quelque part, ça incite aussi nos éducateurs de clubs à respecter les mêmes démarches. Ça, c'est essentiel.